Apparemment, jusque-là, les Congolais ne comprennent pas. Que Félix Tshisekedi est héritier d'un processus de réforme qui permettent à l'État d'avoir plus de moyens qu'avant. Ne comparez pas Félix Tshisekedi avec les autres présidents. Tous les autres présidents ne percevaient pas plus de 10% en termes de revenus miniers. C'est lui qui a géré plus d'argent. C'est Félix Tshisekedi. C'est là. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, vous devez comprendre que ce monsieur a trouvé l'opportunité d'avoir un pays qui amassait plus de ressources que tous les autres. Vous ne reconnaissez rien à Bolodjoa. Non, mais attendez. Quel mérite reconnaissez-vous à Félix Tshisekedi? Le mérite d'avoir fait de sa famille une famille riche, d'avoir donné aux membres de sa famille la possibilité d'accéder à des carrés miniers. Non, je parle en termes de gouvernance. En termes de gouvernance... Qu'est-ce que nous pouvons retenir du positif? Les détournements. Du pouvoir. Les positifs. Là, il faut poser la question à Kabouya. Les détournements, oui. C'est à vous que je pose la question. Non, mais effectivement, les positifs, moi, je n'en vois pas. Parce que s'il ne pêche Pendant ce temps, vous ne voyez rien de positif. positif. Je ne vois rien. S'il ne pêche pas par le procédé, il pêche par la fixation des objectifs. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a pu apporter à la République? Donnez-moi un seul projet bien conçu par Félix Tshisekedi et bien exécuté par lui. Un seul. Un seul projet. Il n'y en a pas. Il y en a aussi où vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Il n'y en a pas. Pour le voir. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Dites-moi. Il n'y en a pas. Ne vous faites pas des illusions, il n'y en a pas. Je peux défier quiconque. Un projet bien conçu, bien exécuté, il n'y en a pas. Un seul, il n'y en a pas. La seule chose que je vois régulièrement, c'est le changement des véhicules. Dans son cortège, je vois, il change de véhicule. Ça, si c'est positif pour vous, c'est bon. Mais moi, je n'en vois pas. Pour preuve, ils basent leur communication sur quoi aujourd'hui? Au CAD. Qui a négocié le contrat chez nous? Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Djoua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Djoua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Djoua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Djoua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h.
Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Mesdames et messieurs, nous sommes honorés. Merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes bien entendu sur Polycom. Vous faites bien de nous choisir et vous tombez au bon endroit. On va crever l'abcès, parler de la situation sécuritaire imputrescible dans laquelle notre pays est englué. Que faire pour redresser la barre et surtout soulager la vie des populations civiles qui sont confrontées à des question humanitaire effroyable. Oui, il faut que le gouvernement intervienne. Quant à ce, on parlera aussi de différents processus de paix pour colmater les brèches et afin que le pays retombe sur ses jambes. Quel est l'agenda de Kinshasa, surtout pour l'année qui pointe à l'horizon 2026? Nous ne sommes plus qu'à moins de 10 jours. Et oui, on parlera de tout cela avec Alain Bolodjoa, président national du parti politique Le BAT. Lèvons-nous et bâtissons, et on aura beaucoup plus besoin de son regard perçant et perspicace sur la situation que vivent le compatriote ici à Kinshasa, les embouteillages interminables et aussi la criminalité urbaine. Avec lui, on en parle pour ce tout dernier tour d'horizon de l'actualité pour l'année 2025. Président Alain Bolodjoa, soyez les bienvenus. Merci en tout cas pour l'opportunité. Mes vœux les meilleurs à tout le monde. Comment résumez-vous l'année 2025? Bon, personnellement, l'année 2025 a été caractérisée par la tristesse parce que c'est lors de cette année, au cours de cette année, que j'ai perdu un être très cher, ma maman. Au-delà de ça, nous avons assisté à des tueries, à des massacres de Bateke. Il y a eu la chute de la ville de Goma, Bukavu, Uvira. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées, plus de 200 000. Il y a eu autant de morts dans la partie est. Et donc, je pourrais dire ici que l'année a été émaillée de beaucoup de choses qui pouvaient justifier les sentiments des révoltes qui m'a caractérisé pendant cette année. Mais ce qui est positif, c'est aussi la chute du pouvoir de M. Félix Tshisekedi qui coïncide pratiquement avec la chute de ces villes. Et donc, nous pouvons espérer que 2026 sera une année de révélation, une année de changement, une année de la révolution, parce que si nous n'agissons pas en 2026, je crois que le Congo n'aura plus d'essence et on n'aura plus de discours à transmettre aux générations futures. Comment parlez-vous de la chute du pouvoir du président Félix Tshisekedi alors qu'il lui reste encore 3 ans? Non, mais lui-même avait dit, il a franchi les Rubicons. Nous avons constaté que M. Félix Tshisekedi a fait des choses que lui-même avait promis de ne pas faire. Parce que quand il promettait qu'il ne pouvait pas négocier avec ce que lui considérait comme des rebelles, mais aussi avec le Rwanda, le fait de l'avoir fait, ça rend pratiquement le contrat social qui liait la République et lui et la République. Et donc, naturellement, nous devons conjuguer M. Félix Tshisekedi au passé et nous devons le considérer comme un être dépassé. Donc, naturellement, 2026, ça sera une année de tous les enjeux et nous devons conjuguer nos efforts en vue de le conjuguer au passé. Mais on voit les efforts qui sont en train d'être faits pour résolver la question sécuritaire, surtout dans l'est du pays. Ah bon? Le pouvoir est engagé sur plusieurs processus, sur plusieurs fronts, axes diplomatiques, militaires. Comment vous, personnellement, vous jugez la gestion de la crise sécuritaire? Bon, nous constatons qu'il y a
ce que je pourrais qualifier de ridiculité absolue. Parce que jusque-là, M. Félix Tshisekedi s'accorde, n'arrive toujours pas à comprendre que le plus grand obstacle ou la plus grande faiblesse, c'est la désorganisation. Le fait seulement qu'il n'arrive pas à comprendre cela, à percer, à analyser les choses telles qu'il se devait, donc naturellement, tout ce que nous vivons là ne sont que conséquences de maladresse, conséquences d'insuffisance notoire dans sa gouvernance. Vous devez savoir que tel que nous sommes là aujourd'hui, le plus grand souci de la République, comme je l'ai dit, c'est la désorganisation. Nous constatons avec regret que l'État n'existe plus, la norme n'est plus respectée, toutes les institutions sont aux abois pratiquement, le pouvoir dans son ensemble, aucune institution ne fonctionne normalement et ça crée un dysfonctionnement systémique et dans les dysfonctionnements systémiques, naturellement, on ne peut pas atteindre les résultats escomptés. Je prends l'exemple de l'institution président. L'institution président dysfonctionne volontairement parce que déjà, cette institution ne sait pas respecter le budget. Cette institution ne connaît même pas la délimitation ou les limites de ses fonctions. Cette institution ne connaît même pas la nécessité, n'est-ce pas, de se conformer à la norme. Et donc, au regard de tous ces éléments, ça justifie dans une large mesure le faiblesse. Je prends l'institution gouvernement. Vous pouvez vous rendre compte qu'au cours de l'année 2025, M. Félix Tshisekedi a eu à changer de gouvernement. Jusque-là, au moment où je vous parle, il n'y a pas de job description. Il devait, en réalité... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais justement parce que pour qu'il y ait le job description, on devait avoir une ordonnance fixant les compétences ou les attributions de membres du gouvernement. Jusque-là, il n'y en a pas. Et l'essentiel des membres de cabinet n'ont pas d'arrêté. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler dans l'informel, dans l'État et espérer avoir les résultats. Aucun membre du cabinet d'un ministre n'a été nommé par arrêté. Et au-delà de ça, le job description ou les compétences de membres du gouvernement ou sinon de ministres ne sont pas connues. Nous avons connu un ministre, je crois, Tengeluto, et il a eu à faire de la figuration. Je ne sais pas où il est maintenant, mais ce qui est grave, c'est monsieur, depuis qu'il a commencé jusqu'à sa sortie, il n'avait pas de secrétariat général, il ne savait même pas ses missions, ses compétences, et il n'a rien foutu, il est parti. Certainement qu'il a été remplacé par une autre personne, justement parce que... Et qui entretient ce flou artistique. Non, mais justement, ce sont les insuffisances de M. Félix Tshisekedi. Non, c'est pas lui qui est le patron, c'est lui qui devait... le chef du gouvernement. Non, attention. Le compétence ou sinon le job description est fixé par le président de la République et le Premier ministre. Et c'est le président de la République qui prend l'ordonnance fixant les compétences de membres du gouvernement. Cela n'a pas été fait. Et donc, vous comprenez qu'il y a eu du désordre au cours de l'année 2025 et cela justifie dans une large mesure les chevauchements dans les actions, mais aussi l'inefficacité de l'action publique. Mais quand on a vu le président Félix Tshisekedi est allé chercher des oiseaux rares, s'il faut les appeler ainsi. Par exemple, quand il jette des fleurs à la ministre de la Jeunesse, grâce à Coutinho, il dit avec pertinence qu'elle a passé avec brio son test. Et quand elle a été soumise au test, lui, il s'est dit à son fort intérieur que c'était le profil dont il avait besoin, le profil approprié pour ce portefeuille de l'État. Non, mais il peut avoir raison parce que le paramètre d'appréciation varie d'une personne à une autre, d'une école à une autre. Voyez-vous, si vous choisissez une jeune femme qui a le courage de parler en public, quelles que soient les insuffisances ou l'inadéquation en termes de message, naturellement, vous pouvez tomber sur n'importe qui. Mais si c'était par rapport à une vision, parce que c'est l'examinateur en fait qui est problème. Ce n'est pas la personne qui est la récipiendaire, mais c'est plutôt l'examinateur qui est problème. Parce que si Félix Tshisekedi lui-même
avait des notions de l'évaluation, et il avait seulement une vision assez claire, eh bien, il allait déjà, au départ, tracer un portrait robot pour voir si, effectivement, au regard de la situation actuelle, si la dame répondait aux critères. Parce que quand vous fixez mal les critères, quand vous fixez mal les objectifs, naturellement, le casting se fera avec complaisance. Ce n'est pas à lui d'évaluer le degré de compétence ou le degré de le profil de la personne. Ce sont le consommateur. Lui était là justement pour écouter. Mais il doit maintenant se poser la question si son choix, si le choix opéré par lui satisfasse la population cible, parce que il s'agit là de la jeunesse congolaise qui devait être la consommatrice des aptitudes ou de la compétence de la dame. Il doit maintenant se questionner si la jeunesse se retrouve dans cette jeune femme. Et lui répond à cette question, il reconnaît que la ministre de la Jeunesse fait du bon travail. Non, et il y a une sorte de passerelle entre l'institution président de la République et les jeunes. Par son dynamisme, on sait comprendre qu'elle fait mieux que ses prédécesseurs. Bon, faire mieux que ses prédécesseurs ne veut pas dire faire bien les choses. Voyez-vous, parce que si vous regardez même dans la cotation, celui qui a 3 mérite mieux que celui qui a 0, 1 ou 2, mais cela ne veut pas dire qu'il est excellent. Voyez-vous, l'appréciation dépend d'abord de la capacité de l'examinateur, puis c'est que lui-même déjà, c'est un cas, voyez-vous, avec sa gouvernance pathologique, il peut sélectionner des gens, il pense que ces personnes font bien leur travail, mais si vous évaluez en termes des résultats, en termes de l'exigence de la gouvernance, vous allez vous rendre compte que la personne ne répond pas au profil, mais la personne est satisfaite quand même. C'est lui qui l'avait choisi. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Félix, c'est que déjà, quand il dit le rôle de la dame, c'est d'être le trait d'union entre la jeunesse et le président de la République, ce qui veut dire qu'il n'a rien compris. Voyez-vous, le membre du gouvernement ne sont pas les traits d'union entre la population et le président de la République. Le membre du gouvernement sont des concepteurs de politique publique. Les membres du gouvernement sont des concepteurs de politique publique. Ils appartiennent à une institution distincte de l'institution président de la République. Mais attention, ils font partie du pouvoir exécutif dont le président de la République en est le chef. Vous comprenez? Parce que si déjà il dit qu'elle est le trait d'union, c'est-à-dire le monsieur lui-même déjà ne comprend pas. Alors, si vous nous demandez d'apprécier par rapport au déviationnisme que veut nous imposer Félix Tshisekedi, naturellement, il nous sera difficile d'apprécier, d'autant plus que la dame n'a pas été choisie pour satisfaire Félix Tshisekedi. Elle devait être choisie pour concevoir le politique public. Et si elle peut organiser des rencontres entre la jeunesse, et là aussi, il faudrait se poser la question, sur base de quels critériums ces jeunes ont-ils été sélectionnés? Parce que n'oubliez pas que la jeunesse n'est pas homogène en termes de statut, en termes de carrure, en termes de profil. La jeunesse a toujours été hétérogène. Il y a plusieurs catégories de jeunes et tous les jeunes n'ont pas le même problème. Et ces problèmes varient selon le milieu de résidence, selon le niveau d'études, selon les conditions de vie de la population et selon les secteurs d'activité. Alors, si déjà on n'a aucun document qui nous éclaire sur les objectifs poursuivis par le gouvernement en rapport avec la question de la jeunesse, eh bien, il y aura difficulté d'apprécier la pertinence ou sinon l'efficacité dans l'action. Parce que tel que nous sommes là, la dame n'a pas de feuille de route. Elle n'a pas de feuille de route. Et comment fait-elle alors pour non, mais c'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. Parce que pour avoir la feuille de route, il faudrait d'abord avoir le job description du ministère. Parce que c'est le gouvernement, le Premier ministre et le président de la République qui donnent les objectifs poursuivis par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de vision, ce qui fait qu'à chaque fois, il y a de l'improvisation.
Et dans ces improvisations, ce sont des actions de charme. Parce que, à vrai dire, le problème de la jeunesse sont plus complexes que ce qu'on nous donne comme remède. La jeunesse n'a pas besoin d'être chaque fois en contact avec un président. La jeunesse veut avoir une ligne de conduite. La jeunesse veut avoir un schéma. La jeunesse veut avoir un algorithme. Comment faire participer l'essentiel des jeunes dans le processus de développement. La jeunesse a besoin de l'emploi. Ce n'est pas le ministère de la jeunesse qui doit concevoir ces politiques, mais le ministère doit participer dans la conception pour défendre les intérêts de la jeunesse. La jeunesse a besoin d'une éducation de qualité. Ce n'est pas elle qui doit le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait effectivement l'implication de ministres sectoriels. La jeunesse a besoin de la sécurité. La jeunesse a besoin d'intégrer le structure de l'État. La jeunesse, c'est-à-dire ce sont ces questions-là qui devaient en réalité faire l'objet de politiques à ces niveaux. Et fort malheureusement, jusque-là, il n'y a même pas un dépliant. Est-ce le problème, c'est le chef du gouvernement ou l'absence de vision cohérente? Non, mais bien évidemment, non seulement qu'il y a absence de vision cohérente, mais il y a des décisions contradictoires qui sont prises. Parce que quand M. Félix Tshisekedi est en face des jeunes, il pense que c'est ça le rôle du ministère de la Jeunesse. Mais si on lui pose la question, quel est le canevas de politique ou quelle est la note de politique de la jeunesse, le politique sur la jeunesse, il n'y en a pas. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, le pays a besoin effectivement de la jeunesse parce que la jeunesse constitue plus de 60% de problèmes et en même temps 60% de solutions. Mais ça devait se construire sur la durée. C'est pas Félix Tshisekedi de donner la solution à tout ce problème en un claquement de main. Est-ce que 5 ans ou 7 ans, c'est suffisant pour qu'on atteigne ce niveau d'ambition? Non, mais attendez. Je n'ai pas dit qu'il leur revenait de solutionner le problème de la jeunesse. Voyez-vous, tout le problème de la jeunesse. Mais ce que nous vous disons, c'est que les actions, dans la gouvernance, les actions se planifient. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est conçoivent, les actions se conçoivent effectivement dans la durée, mais il y a des actions à court terme, à moyen et à long terme. Voyez-vous? Le plus grand problème dans la gouvernance aujourd'hui, c'est la gouvernance d'imprécision. C'est-à-dire, il n'y a aucune planification, il n'y a pas d'agencement d'idées, il n'y a pas une programmation, ce qui fait qu'à chaque fois, il y a des improvisations. On peut s'improviser à distribuer les préservatifs. C'est-à-dire, on pense que mener ce genre d'action serait salvatrice pour la jeunesse, mais on ne sait pas qu'il y a d'autres revers qui vont à l'encontre de cette philosophie, parce que d'un côté, on doit sensibiliser la jeunesse justement à une sexualité responsable, mais de l'autre côté, il faudrait aussi préserver les vertus que l'on doit naturellement inculquer dans cette jeunesse. Alors, dès lors qu'on n'a pas une bonne planification, on n'a pas une bonne programmation, on risque de faire des choses à temps et à contre-temps et c'est contredit par la suite. Parce que il est vrai que le problème imminent de la jeunesse n'était pas le préservatif. Par exemple, je prends ça juste à titre d'exemple. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord commencer à conscientiser la jeunesse. Et la conscientisation de la jeunesse doit se faire par des organisations qui sont plus proches de la jeunesse que le gouvernement. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord répertorier les associations, de la jeunesse. Par exemple, les associations des jeunes, parce que ce sont eux qui sont les acteurs majeurs, et puis partager la vision sur la jeunesse. Cette vision doit exister, pas seulement dans la tête de la personne qui assume la fonction, mais ça doit être couché dans un document, planifié et même budgétisé. Et il faut tenir compte de la variation de la jeunesse. Comme je l'ai dit, il y a une diversité de la catégorie des jeunes parce que les jeunes ruraux n'ont pas été en contact avec Félix Tshisekedi. La jeunesse rurale a ses réalités qui diffèrent de la réalité de ceux qui vivent dans le milieu urbain. Et au-delà de ça, les jeunes qui n'ont pas étudié n'ont pas le même cahier des charges. Et donc, au regard de l'absence de cette politique, de cette planification
de cette programmation, on comprend que tout ce qui se fait, c'est de l'improvisation. Or, dans une gouvernance d'imprécision, on ne peut pas solutionner le problème. Allez, merci beaucoup Alain Bolodjoa pour cette précision. On va rester pendant un moment sur ce sujet qui a défrayé la chronique dans la presse nationale qu'internationale. Le mot, les adjectifs trouvés par les chefs de l'État, le président de la République pour parler de l'armée qu'il a hérité de Joseph Kabila. L'objectif pour nous, ce n'est pas d'enfoncer ou de surfer sur la polémique stérile, mais de proposer l'orientation qu'il faille afin que tout malentendu soit dissipé. Avec Alain Bolodjoa, on va y aller. Alain Bolodjoa, vous avez suivi le chef de l'État qui a parlé de l'armée des clochards qu'il a trouvée en 2019 sous le feu de la rampe. Il revenait à la charge. Je ne sais pas moi, pour donner des explications, c'est justifié. En précisant le contexte, il dit l'objectif d'une telle communication, c'était placer l'État face à ses responsabilités. Vous, en tant qu'acteur politique, comment analysez-vous cette sortie médiatique du chef de l'État, surtout en cette période précise? Bon, moi, personnellement, je sais que M. Félix Séké, c'est un homme changeant. Je dirais c'est un homme socialement instable. Je sais que je serai mal compris par nos amis du pouvoir, mais je pense qu'à chaque fois quand il prend la parole, il faudrait toujours s'attendre à des dégâts. Parce que généralement, c'est un Poutovillois, il parle bien français, mais il a un problème sémantique. Il a un problème dans le choix des termes. Mais cette fois-là, il a dit ce qu'il pensait en fait. Il a dit ce qu'il pensait. Il a dit ce qu'il pensait parce qu'il avait déjà annoncé le risque de ce qu'il disait. Parce que ce n'était pas en l'air, ce n'était pas dans le vide. Il a annoncé la gravité du terme qu'il voulait utiliser. Il s'est excusé et puis il a lancé. Le fait seulement qu'il s'est excusé avant de prononcer le terme qui suscite débat aujourd'hui, cela sous-entend qu'il devait s'attendre à des conséquences. Mais fort malheureusement, il dit des choses, mais il ne veut pas s'assumer. Alors, moi je ne suis pas un Poutovillois, je vais tenter de lire ce que c'est un clochard. Il y a plusieurs définitions. Je prends la définition de Robert. On considère le clochard, c'est une personne sociale et socialement inadaptée qui vit sans travail ni domicile dans les grandes villes. C'est un sens que je donne. Deuxième définition. Clochard. Homme, femme sans domicile fixe qui mène une vie d'oisiveté et de mendicité et refuse les contraintes sociales. C'est-à-dire, dans ces définitions... Et la troisième définition, parce qu'il faut aussi prendre le mot au sens figuré. Non, mais attention, les sens figurés, oui, mais généralement, lorsqu'on parle en public, lorsqu'on assume de fonctions, on prend généralement les sens classiques, classique du terme. C'est-à-dire qu'il soit facilement compréhensible. Non, ce qui est compris par tout le monde. Okay. C'est-à-dire la compréhension usuelle. Voyez-vous? Parce que n'est pas président qui le veut. Il faudrait avoir le background, il faudrait avoir les niveaux de la fonction. Il y a certains concepts que les dirigeants n'ont pas droit de prononcer. Parce qu'ils assument de fonctions. Alors, dans ces définitions, vous trouvez que il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs éléments qui entrent dans la définition. Qui vit sans travail? Ça, c'est la première des définitions. Ni domicile. C'est-à-dire, il n'a pas de travail. Or, un militaire a déjà un travail. Voyez-vous? Il n'a pas de domicile. Or, un militaire n'est pas appelé à avoir des domiciles propres. Parce que c'est de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit lui donner ces domiciles-là.
dans les grandes villes. Tous les militaires ne vivent pas dans les grandes villes. C'est-à-dire, vous comprenez que si vous allez dans le sens de cette première définition, le terme n'était pas approprié. Voyez-vous? Mais vous allez dans la deuxième définition. Ça peut être un homme, une femme, effectivement, dans l'armée. Il y a les hommes, il y a les femmes, sans domicile. Bien évidemment, c'est l'État qui était appelé à leur donner ou doter de domiciles fixes qui mènent une vie d'oisivité et de mendicité. Attention, tous les militaires ne sont pas nécessairement des mendiants. Parce qu'en règle générale, lorsqu'on veut tirer de conclusions par addiction, généralement, ça donne, ça dénature même la démarche. Est-ce parce qu'il y a quelques mendiants au sein de l'armée que l'on doit généraliser? Parce que tous les militaires ne sont pas mendiants. Il y a des militaires mendiants. Mais si vous regardez en termes de proportion, ils sont moins nombreux que les restes. Mais lui, il a généralisé. Alors, qui refuse de contraintes sociales? Non, les militaires vivent dans un espace, dans un corps qui est supposé être discipliné. Ce sont ces militaires-là qui ont gagné la guerre contre M23. Ce sont les mêmes militaires qui ont sécurisé le pays de 2014 à 2022. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire que ce sont des militaires disciplinés qui obéissent aux ordres, mais qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie et de travail. Les militaires se plaignent effectivement. Il y a un problème de logement. Mais dans ces problèmes de logement, quand M. Félix Séké est arrivé, il a vendu du vent à la population militaire, en leur disant, voilà, je veux construire pour vous des logements. Ces projets-là. Et dit l'objectif pour lui, ce n'était pas de cracher sur cette armée, mais placer le gouvernement face à ses responsabilités. Mais fort malheureusement, ces degrés d'irresponsabilité fait aujourd'hui l'objet de discussions ou de débats. Où est le cadre approprié pour traiter sur ce genre de questions? C'est le Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il avait toute la latitude de le faire. Il n'a pas besoin de passer en public, jeter de l'opprobre sur l'armée, sous prétexte qu'il voulait justement mettre le gouvernement devant sa responsabilité. Mais il n'était pas en face du gouvernement. Le rappeler 7 ans après, qu'est-ce que cela sous-entend? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, à force de chercher à justifier ce qu'il a dit, il s'est cloué davantage. Parce que quand on lui dit que j'ai trouvé une armée de clochards, a-t-il limité le niveau de l'armée? Parce que dans l'armée, il y a deux dimensions. Il y a le grade et il y a les fonctions. Dans le grade, il y a les généraux d'armée, il y a les lieutenants généraux, il y a les général-major, il y a les généraux de brigade, il y a les colonels, il y a les lieutenants-colonels, il y a les majors, il y a les capitaines, il y a les lieutenants, il y a les adjudants-chefs, il y a les adjudants, il y a les sous-adjudants, il y a tous ces corps-là. Lui parlait-il de tout l'ensemble du corps? L'armée, c'est un corps. Du recrutement au commandement? Non, l'armée, c'est parlait tout simplement des éléments qui ternissent l'image de l'armée. Ne l'aidez pas à justifier cette déviation-là. Je me limite qu'à poser des questions. Ne l'aidez pas à justifier cette déviation. Parce qu'à un certain moment, on risque de croire que nous avons tous goupé à cette imbécilité collective. C'est quand même très dangereux de chercher à justifier ce que lui il a dit. Si moi j'ai dit l'UDPS est constitué de clochards, tous ceux qui sont membres de l'UDPS vont se sentir lésés. Donc on s'attaque à toute la structure. Effectivement. Voilà pourquoi j'ai dit, lui, il n'a pas dit certains membres de l'armée. S'il avait dit certains membres de l'armée, je ne vois pas qui pourrait prendre le risque de le contredire. Il considère qu'il a trouvé une armée de clochards, c'est-à-dire le chef d'état-major général. C'est un clochard. Les 2 chefs d'état-major généraux adjoints sont des clochards. Les 4 chefs de département de l'armée sont des clochards. Tous les généraux, même le général Ami Sitango Fort, l'inspecteur général de l'armée, tous sont des clochards. Alors, s'ils sont clochards, ils le sont de leur gré ou on le pousse à être des clochards. Parce que
Dans l'armée, il n'y a pas de pauvres, mais il y a des gens qui sont paupérisés. On ne peut être mendiant ou on ne peut être clochard que si on est dans les conditions inhumaines où on n'a pas la capacité d'assouvir certains besoins. C'est ce qui pousse généralement les hommes. Je pose la question à M. Félix Tshisekedi. Une question qui relève de votre responsabilité. M. Félix Tshisekedi, pouvez-vous nous donner les statistiques de nombre de militaires dans ces pays? Il ne connaît pas. M. Félix Tshisekedi, pouvez-vous nous donner la liste ou le nombre de blessés de guerre? Il ne connaît pas. Normal, il doit avoir les données. M. Félix Tshisekedi, avez-vous une idée sur le nombre du personnel civil dans l'armée? Il ne connaît pas. Alors, quand vous concevez vos budgets, le budget de l'armée, vous le faites sur base de quoi? Parce qu'il faudrait d'abord comprendre et connaître le nombre du personnel, connaître les conditions dans lesquelles ces personnels-là vivent, connaître les conditions du marché, parce que c'est là le calcul de la rémunération devait en réalité se faire sur base du coût de la vie. Lorsque vous dites à la population que vous avez tenté d'augmenter la solde de militaires, c'est-à-dire celui qui avait 200 000, aujourd'hui, il pourrait éventuellement toucher 400 000. Ce sont des efforts considérables. Non, mais vous considérez ça considérable parce que vous le voulez. Parce que si vous juxtaposez ce qui a été fait du côté politique, vous allez vous rendre compte qu'on a multiplié par 5 pour certaines fonctions. Avez-vous une idée sur le nombre de structures créées au niveau de la présidence? Je vous recommande d'aller resuivre ce que Nicolas Kazada avait dit. En 2024-2025, Félix Tshisekedi a créé plus de structures au sein de la présidence. Je vous donne les cas. La structure, la cellule ou sinon le bureau du conjoint du président de la République a pratiquement 8 membres. C'est un poste structure créée par Félix Tshisekedi en 2019. Créée par M. Avant lui, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. En 2019, le directeur chargé du bureau du conjoint du président de la République a rang de ministre d'État. Répétez. Les tout derniers agents de ces bureaux-là a rang de vice-ministre. C'est pas vrai? Alors, dites-moi, le directeur du cabinet du bureau du conjoint a rang de ministre d'État. D'après vous, il peut gagner dans le combien? Plus de 50 000 $ le mois en termes de rémunération. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi a la capacité de donner à certaines personnes 50 000 $ le mois. Je pose la question à M. Félix Tshisekedi. Un général d'armée coûte combien à la République? Mais pourtant, on parle de la réduction du S'il vous plaît, moins de 1 000 $. Est-ce que vous le savez? Moins de 1 000 $. Moins de 1 000 $. Les militaires le moins gradés à moins de 200 $. Il n'y a pas un grand écart entre le moins gradé et les généraux. Quand vous avez un président affairiste, quand vous avez un gouvernement qui a tendance d'aller pratiquement dans la mendicité, parce que l'essentiel de politique de Félix Tshisekedi sont basés essentiellement sur la mendicité, c'est-à-dire qu'ils comptent sur l'extérieur. Mais la redistribution des ressources, c'est une exigence constitutionnelle. C'est-à-dire que vous ne savez même pas redistribuer, justement parce que vous avez fait un focus sur les intérêts de politiciens, ce qui justifie par ailleurs les dépassements budgétaires au niveau de la présidence. Alors, la moindre chose, un peu d'égard. Apprenez à respecter vos concitoyens. Apprenez à respecter ceux qui font réellement leur travail. Donc les militaires ne sont pas des clochards parce qu'ils le veulent, mais ce sont les politiques qui ont créé des conditions. Effectivement, et parmi ces politiques, dans cet état. Et parmi ces politiques, le tenant de cette philosophie-là, de cette mauvaise politique, c'est M. Félix Tshisekedi. Il suffisait seulement de prendre l'argent de la République, de le répartir de manière équitable. La situation qu'il dénonce ne commence pas mais cher ami, apparemment, jusque-là, les Congolais ne comprennent pas. Félix Tshisekedi est héritier d'un processus de réforme qui permet à l'État d'avoir plus de moyens qu'avant.
Ne comparez pas Félix Tshisekedi avec les autres présidents. Tous les autres présidents ne percevaient pas plus de 10% en termes de revenus miniers. C'est lui qui a géré plus d'argent. C'est Félix Tshisekedi. C'est là. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, vous devez comprendre que ce monsieur a trouvé l'opportunité d'avoir un pays qui amassait plus de ressources que tous les autres. Et quelles conséquences d'une telle communication en cette période de situation? C'est des livrogneries. Parce qu'on a vu au lendemain la situation à laquelle on a assisté à Uvira. Les populations civiles ont appelé à un non-retour de l'armée qui l'a traité des clochards. Bon, moi je Quelles crois... conséquences et quel effet aurait ce discours en tout sur cas, les hommes à uniforme? Non, mais en tout cas, c'est des livrogneries langagières. Il a tenté de s'amender avec orgueil, et fort malheureusement, mais ça avec orgueil couplé de l'ignorance. Vous savez, l'armée, c'est un corps discipliné. L'armée a ses réalités. L'armée, c'est une organisation sociale. C'est-à-dire, l'armée, c'est une famille. Et l'armée, les militaires ont connu toutes sortes d'humiliations. Que ce soit une frange de la population, que ce soit les réalités du terrain, que ce soit le comportement de ceux qui sont censés les diriger. Parce que n'oubliez pas que les militaires sont sous l'ordre de l'autorité civile. Ils ont toujours été humiliés. Je vous donne juste des cas. Depuis que M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il n'a jamais doté à toute l'armée les tenues. Jamais. On a vu sur le réseau une nouvelle tenue. Non, mais effectivement, il avait commencé. À l'armée. Qui sera? Vous me parlez du futur. Vous êtes dans l'hymne national ou vous êtes dans la gouvernance actuelle? Ça, c'est l'hymne national que vous chantez là. Mais la garde républicaine a une autre tenue. Non, mais effectivement. Différente de. Non, mais effectivement, c'est ça la grande faiblesse. La vraie armée, d'après Félix Tshisekedi, c'est l'armée qui est censée les sécuriser, lui et sa famille. Là, il y a des dotations. Là, il n'y a pas de clochard. Mais l'autre armée, d'autres unités, d'autres corps d'élite ne sont pas pris en charge. Ils ont lancé les opérations de doter aux militaires des tenues, mais après, ça s'est estompé. Nous apprenons aujourd'hui que les militaires vont vers le magasin pour acheter des tenues. Non, il y a un travail qui est fait dans ce sens à l'Eboloja. Peut-être que vous n'êtes pas informé. À titre indicatif, le service national travaille là-dessus. Et dès 2026, il y aura des dotations. Des dotations à partir de 2026. À partir de 2026. Tout un atelier qui va fonctionner dans ce sens. Qui va pour doter mais franchement, des uniformes militaires. Non, mais au juste, nous parlons de quoi? Donc, ils sont encore clochards. On doit attendre jusqu'en 2026. Si seulement Félix Tshisekedi sera encore là, on va attendre jusqu'à 2026 pour considérer qu'effectivement, il y a amélioration des conditions de vie. Deuxième élément. M. Félix Tshisekedi a dit aux militaires qu'il allait construire 2500 logements sociaux. Où en sommes-nous? Et vous savez combien ça a été? On a décaissé combien? 114 millions de dollars. Qui nous disent où a-t-il construit des logements? C'est parti où? Non, mais il faut lui poser la question. Posez la question à Félix Tshisekedi. Les cantines qui existaient dans les camps, en dehors de Massangou qui vend le maïs qui vend très moins cher. Via le service national. Et là aussi, il y a à boire et à manger. Vous ne reconnaissez rien à l'Eboloja. Non, mais attendez. Quel mérite reconnaissez-vous à Félix Tshisekedi? Le mérite d'avoir fait de sa famille une famille riche, d'avoir donné aux membres de sa famille la possibilité d'accéder à des carrés miniers. Je parle en termes de gouvernance. En termes de gouvernance. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du positif? Les détournements. Du pouvoir. Les positifs. Là, il faut poser la question à Kabouya. Les détournements, oui. C'est à vous que je pose la question. Non, mais effectivement, les positifs, moi, je n'en vois pas. Parce que s'il ne pêche pendant pas... ce temps, vous ne voyez rien de je positif. ne vois rien. S'il ne pêche pas par le procédé, il pêche par la fixation des objectifs. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a pu apporter à la République? Donnez-moi un seul projet conçu, bien conçu par Félix Tshisekedi et bien exécuté par lui. Un seul. Un seul projet.
Il n'y en a pas. Il y en a aussi où vous ne voulez pas ouvrir Il n'y en a vos yeux pas. pour le voir. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Dites-moi. Il n'y en a pas. Ne vous faites pas des illusions, il n'y en a pas. Je peux défier quiconque. Un projet bien conçu, bien exécuté, il n'y en a pas. Un seul, il n'y en a pas. La seule chose que je vois régulièrement, c'est le changement des véhicules. Dans son cortège, je vois, il change de véhicule. Ça, si c'est positif pour vous, c'est bon. Mais moi, je n'en vois pas. Pour preuve, ils basent leur communication sur quoi aujourd'hui? Au CAD. Qui a négocié le contrat chinois? Qui a conçu le contrat chinois? Un projet gigantesque pour la ville. Qui a conçu le projet chinois? C'est pas Félix Tshisekedi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'a rien apporté en dehors de la formalisation des détournements. Il hérite des passifs et des actifs de l'ancien régime. Mais bien évidemment. Même Kassavou va hériter des passifs et des actifs. Comment voulez-vous être gestionnaire dans une société qui existe déjà sans avoir les actifs et les passifs? Alors, celui qui viendra après Félix Tshisekedi va hériter quoi de lui? Parce qu'apparemment, celui qui viendra après lui va hériter les actifs et les passifs de Kabila. Mais lui, il apporte quoi? Il n'apporte rien en dehors de procès. Voyez-vous? Il a lancé son message. Il y a eu effectivement des réactions. Les militaires n'étaient pas contents de ces langages-là. Ils ont été frustrés. Voilà pourquoi il est revenu à charge pour justement chercher à se justifier. En cherchant à se justifier, il a cloué davantage. Il s'est cloué davantage parce que les militants ont compris qu'en face d'eux, il n'y avait pas un président sérieux. Parce qu'en réalité, il pouvait prendre son temps avant de prononcer ces concepts-là, ces termes-là, ou ces vocables-là, prendre le temps de réfléchir. Apparemment, le cerveau n'a pas bien tourné, là. Vous faites des déclarations, et puis vous dites, non, on m'a pas... Non, monsieur, nous avons compris que vous avez un langage facile. Vous avez la facilité d'insulter, d'injurier, et vous avez insulté tout un corps. Et la réaction de la population de la ville d'Ouvira, c'est un message lourd de sens? Non. Je crois que nous sommes là en face d'un syndrome de Stockholm. Nos frères sont en droit de prendre position par rapport à ce qui s'est fait. Je ne pense pas que tous ceux qui étaient là avaient pris conscience de la gravité de ce qu'ils ont lancé comme message. Pourquoi vous prenez-vous position pour AFC 23? Quelle est la raison fondamentale? Il s'insurge contre le retour de l'armée des clochards. Non, mais attention, attention. Ne pas reconnaître à l'armée le droit d'imposer l'ordre et la discipline partout, c'est de la rébellion. Attention, on doit faire la démarcation entre l'armée et les milices de Félix Tshisekedi. Vous ne pouvez pas refuser à l'armée de jouer pleinement son rôle et prétendre défendre la Constitution. C'est ça les dangers. Si l'État vous dote une armée de clochards, vous ne pouvez pas interdire à l'armée de dominer sur toutes ces zones-là. Apparemment, vous êtes au service de Nanga. Et cela le message implicitement lancé. Non, mais effectivement, mais rien ne nous rassure qu'ils n'ont pas été, l'essentiel de ceux qui ont communiqué, n'ont pas été manipulés. Cher ami, je peux être en conflit avec Félix Tshisekedi, mais je ne peux pas, moi, douter de la responsabilité de l'armée à défendre l'intégrité territoriale. Parce qu'apparemment, vous risquez de nous faire croire que le AFC équivaut au FARDC. Non. Mais les FARDC ont une mission légale, constitutionnelle. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant quand celui qui est censé rejeter Félix Tshisekedi, incarner cette armée, la traite de clochard? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais attendez. Si vous avez des délinquants qui font des déclarations ou qui prennent position par rapport à une question donnée, parce que ces délinquants-là auraient une portion de pouvoir dans l'État, vous imputez la responsabilité aux institutions. Non. Faites partir les délinquants et laissez les institutions fonctionner normalement. Parce que ce qui est vrai, moi, je ne peux pas, m'opposer à la mission de l'armée alors que cette mission est constitutionnelle. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous ciblez mal
l'ennemi. L'ennemi n'est pas le phare, ne sont pas le phare d'essai. L'ennemi, c'est Félix Tshisekedi. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Je crois que nous qui défendons l'ordre politique établi, nous qui défendons la Constitution, nous devons faire une démarcation entre la personne de Félix Tshisekedi et les institutions de la République. L'armée, c'est un corps. Et dans ces corps, l'armée tire la substance de ses missions dans la Constitution. Et donc, nous ne pouvons pas coller l'armée ou lier l'armée au comportement changeant de M. Félix Tshisekedi. Moi, je pense que nos amis ont le droit de manifester, mais pas contre l'armée. Voyez-vous, on doit manifester contre la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui est à la base. L'armée, c'est comme un couteau. Vous ne pouvez pas reprocher à un couteau le fait d'avoir blessé quelqu'un. Peut-être que l'armée aujourd'hui est mal utilisée. Et même ceux qui prétendent aimer le Congo plus que quiconque, le jour où vous viendrez, vous aurez aussi une armée. Alors si vous apprenez déjà à la population à jeter du discrédit à l'armée, le jour où vous serez au pouvoir, vous risquez d'avoir la même réalité que Félix Tshisekedi. Parce que quand Félix Tshisekedi était encore dans l'euphorie de l'opposition, il pensait que l'armée était liée à la personne de Kabila. Aujourd'hui, c'est son armée qui, lui, n'arrive pas à bien utiliser. Donc, on doit faire la différence. On doit faire cette ligne de démarcation. Ne confondons pas les choses. Moi, je pense que nous devons plus conjuguer nos efforts pour conjuguer Félix Tshisekedi au passé. Et je crois que c'est ce qu'il mérite. Parce que c'est déjà un homme dépassé. Mais si vous vous attaquez à l'armée, moi, je m'inscrirai toujours en faux. Voilà. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Et la ville d'Uvira qui reste toujours au cœur d'une vive tension ces derniers temps après la manifestation de populations civiles qui sont descendues dans les rues d'Uvira. On parle du retrait unilatéral de l'AFCM 23 de la ville d'Uvira, retrait qui n'a pas été ni constaté ni vérifié sur terrain d'après le mot du président Félix Tshisekedi. Est-ce que pouvez-vous nous accorder à dire que ce retrait n'est qu'un leurre et qu'il faut se préparer à récupérer autrement ces villes qui nous ont échappé? Bon, je crois que parler de M. Félix Tshisekedi, c'est perdre notre temps. En tout cas, moi, je ne le vois plus. Je ne le considère plus. Je sais qu'il ne représente plus grand-chose. C'est que nous devons savoir. Nous ne devons pas attendre de M. Félix Tshisekedi ou nous ne devons pas attendre de AFCM 23 de se retirer. M. Félix Tshisekedi, s'il n'est pas capable d'imposer l'ordre et la discipline dans l'État, il ne sert à rien. Ça, nous devons être clairs sur ces points-là. Il ne sert à rien. Parce que nous risquons d'apparaître comme des mendiants. Nous quémandons la paix, nous quémandons le retrait. Non, nous devions avoir
la capacité de faire échec à tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Nous devons être en mesure d'empêcher à tout individu, groupe d'individus, de s'organiser en milice pour renverser l'ordre politique établi. Ce sont là ses missions. Il a failli. Alors lui compte un président de la République, entre guillemets chef de l'État, il compte sur la capacité d'un autre président d'un autre État d'agir pour établir l'ordre chez nous. Apparemment, Trump est plébiscité le meilleur des présidents. Apparemment, l'État congolais est sous tutelle. Parce que si vous analysez très bien ce que M. Kabouya a dit, vous allez vous rendre compte que Kabouya a demandé aux membres de l'UDPS d'acclamer, d'applaudir un autre président. C'est un président sérieux, c'est un bon président. Oui, mais vous les comparez à qui? Personne ne blague avec les États-Unis. Bien évidemment, mais tout le monde peut blaguer avec le Congo. Alors, comment des gens qui ont une vision aussi minimaliste, des gens qui ont une perception aussi folle, peuvent-ils prétendre avoir le pouvoir de décider dans l'État? Parce qu'il faudrait avoir une vision de grandeur. Il faudrait avoir la capacité pour défendre la dignité nationale. Si déjà le parti au pouvoir considère que le président américain mérite mieux, c'est-à-dire, en sourdine, ils vous disent que le président américain doit nous gérer et Félix Tshisekedi ne sera que gouverneur. Apparemment, Félix Tshisekedi est gouverneur général, comme ça a été le cas à l'époque du roi des Belges, c'est-à-dire qu'il est en Belgique, il nous gère à distance, mais il avait un représentant qu'on appelait le gouverneur. Apparemment, Félix Tshisekedi est gouverneur et notre président, depuis un certain temps, devient Trump. C'est lui qui doit décider et c'est lui qui doit nous garantir une certaine sécurité. Ce qui sous-entend quoi? M. Félix Tshisekedi a déclaré ouvertement son incapacité, son impuissance à sécuriser et l'État et la population. Pour ce faire, il compte sur les déclarations des États-Unis. Bon Dieu, mais les États-Unis sont à la base de ces régimes du Rwanda. Ce sont les Américains qui ont créé les conditions pour l'avènement de Kagame. Nous le disons chaque fois. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'on est allé frapper à la porte de Trump? Non, mais M. Félix Tshisekedi ne se bat pas pour l'État. M. Félix Tshisekedi se bat pour le pouvoir. Si vous voyez Kabouya applaudir, parce qu'ils savent que si Trump intervient, ils peuvent rester demeurer au pouvoir jusqu'à la fin des temps. Ils nous ont dit, avant c'était 2030, maintenant c'est 2050, c'est-à-dire que la vie de l'État est liée à celle de M. Félix Tshisekedi. Alors, ils veulent profiter de la situation, justement pour ne pas organiser les élections, mais aussi pour le maintenir au pouvoir. Mais le maintenir au pouvoir, oui, mais pourquoi? Parce que si lui, il est incapable, apparemment aujourd'hui, il apparaît comme un mari incapable, impuissant, incapable d'assouvir le besoin existentiel de sa famille. Il compte sur l'apport de voisins et il veut que sa femme lui soit fidèle. Non, nous ne pouvons pas, nous, accepter d'avoir un président pleurnichard, un président incapable de défendre l'intégrité territoriale, un président peureux qui ne voit que ses intérêts et en même temps vous nous dites, voilà, il doit rester là. Non, s'il servait à quelque chose, il pouvait rester. Comme il ne sert à rien, je pense que Félix Tshisekedi doit partir. S'il part aujourd'hui, nous aurons un président sérieux. Ce président sérieux va convoquer la population, va rétablir les équilibres au sein de l'armée et cela fera en sorte que nous serons forts en même de défendre notre intégrité territoriale. Lorsque nous allons changer les rapports de force sur le terrain, c'est en ces moments-là on va évaluer l'éventualité de faire des arrangements ou sinon des accords avec des tiers. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas négocier en position de faiblesse. Aujourd'hui, AFC M23 occupe pratiquement 3 grandes villes. Alors dites-moi, politiquement, quelle est la raison de leur retrait? Ils vont se retirer pourquoi? Quelles sont les contraintes en dehors des discours des Américains? Ils vont se retirer pourquoi? Et se sont retirés sans mettre en œuvre leurs conditions. Non, mais ils ont posé des conditionnalités. Mais ces conditionnalités ne trouveront pas gain de cause. Ou sinon, Félix Tshisekedi a déjà accepté, mais il n'arrive pas à faire consommer à la population. Parce que on peut tout dire. Plus ils avancent, plus ils gagnent de la sympathie de la population.
savez pourquoi? Parce que la population est divisée. Aujourd'hui, en tout cas, on peut tout dire. Félix Tshisekedi n'est pas le président le plus populaire. Mais quand il se retire d'Ouvira, on peut se dire qu'ils ne peuvent plus conquérir de nouvelles agglomérations. Non, mes chers amis, si vous ne savez même pas le nombre d'entrées, comment saurez-vous le nombre de sorties? Ils peuvent aussi changer de tenue, devenir des civils. Ils peuvent se confondre dans la masse. Qui vous dit que parmi ces populations-là, il n'y a pas de FCM23? C'est une stratégie et bien qui calculée. nous dit qu'ils sont réellement sortis? Rien ne nous rassure qu'ils sont sortis. Et sortis pour aller où? Ils ne vont pas sortir du pays. Ils sortent, mais ils restent dans le pays. S'ils avaient la capacité de renverser le dispositif de défense au niveau de l'Ouvira-Ville, ils peuvent le refaire. Alors, qui bloque le dialogue auquel l'opposition appelle... Ces dialogues-là viendra. Le dialogue national inclusif. Ces dialogues-là viendra. Vous n'êtes pas partant. Ces dialogues-là mais quand même, on réclame, on demande le dialogue. C'est nécessaire, ces dialogues-là. Mais qui le bloque? Et pourquoi personne le président ne le bloque. Ne veut pas s'inscrire dans cet ordre de choses? Non, mais parce qu'il appartient au passé. Ça viendra. Il y aura un dialogue. Mais sans Félix Tshisekedi, sans Kabila, sans Nanga. Ça viendra. Il faut avoir la foi. Ça viendra. Pourquoi voulez-vous dialoguer avec un monsieur qui ne respecte jamais sa parole? Ça sert à quoi? Vous voulez avoir des arrangements avec Félix Tshisekedi? Citez-moi un seul accord respecté par M. Tshisekedi. Si vous ne voulez pas dialoguer avec Tshisekedi sous prétexte qu'il ne respecte pas sa parole, oui. Pourquoi fermez-vous la porte à Kabila et Nanga? Non, mais justement parce que Kabila est le géniteur de Félix Tshisekedi. Parce que Nanga, c'est un fonctionnaire corrompu qui a fait de Félix Tshisekedi président. Il y a des Congolais de bonne qualité qui existent. Ils peuvent dialoguer entre eux et éventuellement respecter leurs engagements pour justement aider la République à avoir un nouvel élan. Là, vous parlez le même langage avec le pouvoir. Le Congo de l'exclusion, est-ce que ça nous aide? Non, mais attendez. L'exclusion est naturelle. Il y a 120 millions de population dans notre pays. Mais pourquoi m'avoir invité moi? L'exclusion est naturelle. Il faudrait répondre aux critères parce qu'il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. Même dans ces fameux dialogues-là, on n'aura pas tout le monde. Pensez-vous que dans le dialogue, on aura des fous, on aura les élèves, les étudiants, on aura des mamans maraîchères qui vont participer au dialogue? Il y aura toujours une sélection. Mais si vous voulez imposer une société des valeurs, il faudrait mettre de côté les anti-valeurs. C'est-à-dire ceux qui incarnent les anti-valeurs, ce sont les trois acteurs qui ont fait dérailler le pays. Mais on dialogue avec le puissant, avec ceux qui sont Mais ils sont forts, puissants parce que vous le voulez. ont des atouts, des forces en présence. En tout cas, mais comment renverser la tendance? C'est l'une des raisons pour ne pas les associer dans ces dialogues. Comment faire pour renverser la tendance? Comment est-ce possible des gens qui ont assumé des responsabilités dans ces pays puissent être plus puissants, plus forts que le peuple? Parce que quand vous dites qu'ils sont forts, ils le sont comment? Parce qu'ils ont rendu le pays faible, eux deviennent forts. Parce comment? que le peuple est faible, le peuple... Alors, si le la peuple population est divisée. Ce sont là vos mots. Non, mais attendez. La population peut être divisée, mais le peuple peut être uni. Pourquoi voulez-vous des gens qui se sont fait forts dans un contexte démocratique puissent régenter tout le monde pour s'imposer dans un dialogue où eux auront le pouvoir de décider en dernier ressort? Si le peuple est souverain, le peuple peut le mettre de côté. Mais le peuple peut aussi créer des hommes forts. Parce qu'en réalité, si vous regardez très bien, Félix Tshisekedi compte sur l'armée, Félix Tshisekedi compte sur la justice, Félix Tshisekedi compte sur les services, Kabila compte sur l'armée, Kabila compte sur la justice, Kabila compte sur les finances. Bref, il compte sur ce que l'État a ou ce que l'État leur a donné. Mais si le peuple s'est décidé de renverser la tendance et de créer des conditions pour que les trois là soient exclus, le peuple en a le pouvoir. Merci Parce beaucoup. que je ne vois pas Kabila être indéfiniment là. On ne doit pas conditionner la fonctionnalité de l'État à la présence de Kabila. Non. Kabila peut ou ne... D'ailleurs, les hommes indispensables n'existent pas dans la société. Il faudrait que la population se prenne en charge pour mettre hors d'état de nuit Kabila, Félix Tshisekedi, Nanga. Merci. Si vous ne le faites pas, vous êtes des complices. Merci beaucoup. On va finir en 2 minutes. On parle d'une la liste
deux opposants, la série d'arrestations qui devra être lancée. Et on est plein dedans avec l'arrestation de quelques proches de l'ancien président Joseph Kabila. Je parle d'Emmanuel Ramazani Shadari, qui a été arrêté sans savoir le motif pour lequel il s'est fait cravater dans son domicile. Certaines sources parlent qu'il s'est fait arrêter dans la résidence de GLM au moment de la perquisition pendant la nuit de la garde républicaine. Beaucoup de questions, mais toujours la vérité n'arrive pas à éclore. Mais avec vous, on aura quand même à se faire une opinion et à donner certaines pistes. Et c'est une liste qui se prolonge. Et sur cette liste, le nom d'Alain Bolodjoa y est bien mentionné. En tout cas, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir. C'est celui de saluer ceux qui ont mis mon nom sur la liste. C'est vraiment une marque de considération. En tout cas, merci. Et cela sous-entend que je fais très bien mon travail, je joue bien mon rôle. Je voudrais quand même vous dire ce que je suis en fait. Je suis un citoyen, je suis un patriote. Généralement, j'utilise mes doigts pour écrire sur les réseaux sociaux. J'utilise ma voix pour faire entendre ma voix. Je parle, mais je n'ai jamais pris les armes. Si déjà avec mes mots, vous êtes incapable de me supporter, imaginez le jour où je prendrai la position des autres. Parce que là, je n'ai rien pour l'instant. Arrêtez-moi, ça serait une bonne chose. Mais rassurez-vous qu'après mon arrestation, je ne serai plus là. Parce que le jour où je vais sortir, je vais vous arrêter aussi. C'est clair. Avec quel pouvoir? Et vous pensez que le fort d'aujourd'hui sera nécessairement le fort de demain? Apparemment, vous oubliez que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient aussi dans l'opposition hier. Avant d'être dans l'opposition, ils étaient au pouvoir avant hier. Ne pensez pas qu'ils seront indéfiniment forts. Moi, je n'ai pas peur de l'arrestation. Je n'ai pas peur de l'arrestation. Je n'ai pas peur de la mort non plus. Et pourquoi toutes ces arrestations? Non, mais justement, voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Il y a un philosophe qui a dit, lorsque vous donnez le pouvoir à des idiots, vous en faites des tyrans. Il avait raison. C'est philosophique. Le pouvoir a un côté aristocratique. Tout le monde n'est pas appelé à être au pouvoir. C'est ça la bêtise de nos amis des FCC. Mais on a arrêté Shadari. Shadari n'est pas exempté des peines. Il n'est pas au-dessus de la loi. Mais pour l'arrêter, il faudrait aussi respecter la procédure. Pourquoi on l'a arrêté? Non, mais attendez, je ne sais pas. Vous le savez. La moindre chose, il pouvait aussi recevoir une convocation. C'est là l'état des droits que l'on prend. Non, mes chers amis, ça c'est de la délinquance. Il suffisait seulement de lui envoyer une convocation, une invitation. Peut-être qu'il allait répondre. Shadari n'a pas la capacité de fuir. Il pouvait être convié comme on le fait pour nous. D'ailleurs, ça ne sera même pas la première fois. Il a été convié à plus de 2 fois, non? Alors, il pouvait être convoqué, on pouvait l'entendre et éventuellement statuer sur la question. Si on nous dit qu'on l'aurait trouvé à GLM, on l'a trouvé à GLM pendant les opérations ou après les opérations? Pendant ou après, ça revient même, mais c'est là qu'on l'a trouvé avec des documents hypersensibles. Non, mais le document hypersensible par rapport au dossier actuel... Qui atteste son allégeance à la FC23 d'après ce qui se raconte. Lui, il a signé un document à GLM. On l'a trouvé... Non, mais attendez. On l'a trouvé le document chez lui à la maison. Il se rapporte qu'on l'a trouvé mais vous suivez les histoires dans un lieu de crime avec des documents hypersensibles. Dans un lieu de crime. Le crime là c'était quoi? GLM, d'après... Il y a eu crime à GLM. C'est ce qu'on nous rapporte. Comme on n'a pas de précision, on ne peut pas opiner là-dessus. Mais ce qui est vrai, Madame Shadari a dit on l'a arrêté chez lui à la maison. Si on l'avait trouvé, c'était en flagrance, on devait l'arrêter là. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse échapper au mécanisme qui était mis sur pied pour mener les opérations au niveau des GLM? Et je ne pense pas que quelqu'un qui va à GLM puisse amener un document là-bas disant qu'il a fait allégeance à FC123. Parce qu'il devait le garder soit chez lui ou soit partout sauf à GLM.
Soit peut-être on veut nous dire qu'il aurait donné à Kabila avant, mais Kabila, la dernière fois que Kabila était à Kinshasa, AFC M23 était là. On avait déjà créé AFC M23. Alors, Kabila n'était pas là-bas. Comment c'est arrivé là-bas? Voyez-vous? Alors, même si vous l'avez trouvé en flagrance, menez vos enquêtes, mais présentez-les devant son juge naturel. Comme ça, on saura si effectivement il est coupable ou pas. Parce qu'à force de les détenir en violation de la Constitution, vous n'êtes pas différent. Parce que c'est lui qui soutient AFC M23 et c'est lui qui viole la loi. En quoi êtes-vous différent? Parce que vous voulez nous imposer la jungle. Apparemment, dans ces pays, il n'y a que les rebelles. Les rebelles institutionnels et les rebelles de l'autre côté. Tout le monde s'est rebellé. Personne ne veut respecter les lois de la République. Je condamne avec véhémence cette arrestation arbitraire. Je condamne. Et je pense que tout le monde a droit à la justice. Je voudrais dire à M. Félix Tshisekedi, cher monsieur, le pouvoir vous donne des ailes. Vous avez la capacité d'aller plus haut. C'est possible. Plus haut comme l'aigle. Mais sachez-le très bien. Quelle que soit votre capacité, les ailes ne vous feront jamais de vous un habitant du ciel. Un jour, vous serez condamné à descendre. En ces moments-là, vous allez comprendre ce qu'on entend par vengeance. Parce que vous créez beaucoup d'ennemis, bêtement. Vous êtes en conflit avec tout le monde, même avec Dieu. Ce n'est pas normal. Faisons des choses en homme civilisé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des ennemis partout. Ce n'est pas normal. Et surtout venant de celui qui prétend être chrétien. Ce n'est pas normal. Pourquoi ne pas laisser l'État fonctionner normalement? Vous pouvez être chef de l'État ou chef de l'État ou chef de quoi? En respectant les autres. Merci. Shadari a été votre challenger aux élections. De 2018. Shadari, peut-être je n'ai pas tous les éléments. Shadari n'a pas pris les armes. Il veut mener une opposition non armée. Mais si vous l'arrêtez, vous voulez arrêter Alain Bolodjoa, vous voulez arrêter Papi Tamba, vous voulez arrêter Papi Mbaou, vous voulez arrêter Nicolas Maïngele. Vous voulez arrêter tout le monde. Vous avez tenté, vous avez menacé Fayoulou qui voulait juste organiser une conférence débat. Mais si vous nous prouvez toutes ces libertés-là, la seule chose qui nous reste, c'est le souci de survie. Or, si on est dans cette sur la liste, votre compère. Fort malheureusement. Si on est dans ces démarches, on sera astreint à se défendre en utilisant des moyens non conventionnels. Pourquoi voulez-vous nous pousser les gens à adopter une attitude qui va en l'encontre de la Constitution? Merci beaucoup. C'est pas sérieux. Alain Bolodjoa. Faites ce que vous pouvez faire. Fort malheureusement, vous n'êtes pas des dieux. Merci. On est arrivé à la fin. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce sera, je pense, le dernier numéro avec vous pour cette année 2025. Peut-être aussi les derniers numéros. Mais veut le meilleur de santé. Avec ces gens ici, ça peut aussi être le dernier numéro. Nous espérons vous retrouver en pleine forme en 2026 et que les ciels vous en gardent. Merci aussi à vous tous qui nous avez regardés. Merci de ce moment et on espère que vous avez passé un excellent moment de télé. Je vous retrouve avec d'autres castings sur votre chaîne. Merci et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.